Mobilisation immédiate. La garde républicaine a trahi. Le président est en sécurité mais assiégé au palais. Convergez sur Yaoundé par tous les moyens. 3 heures du matin. Yaoundé dort. Mais dans le palais présidentiel, des centaines de soldats s'apprêtent à tuer leur propre président. Ce qui va suivre, c'est la nuit la plus sanglante de l'histoire du Cameroun moderne. Pour comprendre cette nuit-là, il faut remonter 2 ans en arrière. Novembre 1982. Amadou Ahidjo, le tout-puissant président du Cameroun depuis 22 ans, annonce une décision qui choque tout le monde. Il démissionne. Personne ne s'y attendait. Personne ne comprend pourquoi. Son premier ministre, Paul Biya, un chrétien du Sud, prend sa place. Ahidjo garde la direction du parti unique. Une cohabitation qui ne pouvait que mal finir. 10 mois plus tard, la guerre ouverte. Biya vire les hommes d'Ahidjo du gouvernement, un par un. Ahidjo, depuis son exil en France, attaque sur Radio France Internationale. Il accuse Biya d'abus de pouvoir. Le 22 août 1983, Biya répond « Un complot, on veut m'assassiner ». Le Premier ministre, viré. Le ministre des Armées, viré. Et ça ne fait que commencer. Tu vois, il y a un secret que tout le monde connaît, mais que personne ne dit à voix haute. L'armée camerounaise, elle est dominée par les nordistes. Les officiers les plus puissants, musulmans, Peuls, fidèles d'Ahidjo. Et la garde républicaine, l'unité d'élite qui protège le palais présidentiel, c'est leur bastion. Biya le sait, il veut les remplacer. Des mutations sont annoncées, des transferts. Les officiers nordistes comprennent le message. Ils vont être éliminés. C'est dans ce contexte qu'une organisation secrète se prépare à agir. Selon certains témoins, elle existe depuis 1975. Son nom, JOSE, Jeunes officiers pour la survie de l'État. Biya sent le danger. Quelqu'un l'a prévenu. La veille, le 5 avril, il fait quelque chose d'inhabituel. Il envoie sa femme Jeanne Irène et son fils Franck en hélicoptère vers Kribi, loin de Yaoundé, à l'abri dans la forêt. Mais lui reste au palais. 3 heures du matin, les habitants de Yaoundé se réveillent en sursaut. Des coups de feu, partout. La garde républicaine attaque le palais présidentiel. Ces hommes, censés protéger le président, ont décidé de le tuer. Simultanément, d'autres unités prennent le contrôle de la ville. L'aéroport, occupé. La radio nationale, investie. Les routes principales, bloquées. Yaoundé est cerclé par les mutins. Mais Biya a survécu aux premières secondes critiques. Les gardes de la direction de la sécurité présidentielle, les seuls fidèles restants, l'ont protégé. Il court dans les couloirs du palais. Direction, le bunker souterrain. Sous terre, Biya attend. Dehors, la bataille fait rage. Ses hommes meurent pour lui. Les détonations secouent les murs. Les putschistes sont à quelques mètres. Ils fouillent le palais pièce par pièce. Mais Biya a une arme que les mutins n'ont pas réussi à neutraliser. Le téléphone fonctionne encore. Depuis son bunker, il appelle ses généraux loyaux. Il appelle les unités hors de Yaoundé. « Venez, maintenant !» Le général Pierre Semengue, blessé lors d'une tentative d'assassinat, prend le commandement. Malgré ses blessures, il organise la riposte. Et là, une erreur fatale des putschistes apparaît.
ils n'ont pas coupé toutes les lignes de communication. Pire, leur message radio, il n'atteint pas tout le pays. En dehors de Yaoundé, personne ne sait vraiment ce qui se passe. À 13h, les putschistes croient avoir gagné. Ils diffusent un message sur les ondes. Un certain capitaine Abalé lit un communiqué.